Le thème qu'on va aborder là maintenant, c'est la stratégie de développement à l'international. Forcément, les fintechs ont tout un enjeu de développement, de se développer d'abord sur son marché, aller croître à l'étranger. Et donc là, on a le plaisir d'accueillir un très beau panel avec les 4 interlocuteurs qui vont se présenter. On va peut-être commencer par toi, Benjamin, et puis on fera en rappelant un petit peu quelle est votre société, quelle est la proposition de valeur, un petit peu ton background, et après on ira sur vraiment ce thème de l'international. Merci, bonjour à tous, et merci de me recevoir ce matin avec un super panel auquel je suis content de participer. Donc, je m'appelle Benjamin Chemla, je suis le CEO et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Shares. Shares, comme vous le pouvez le voir sur mon t-shirt. Shares, c'est un réseau social de trading, donc c'est une vraie plateforme de trading qui permet d'acheter des assets, d'acheter des stocks et bientôt des cryptos. Et c'est également un réseau social, donc on va pouvoir suivre les mouvements de ces contacts, on va pouvoir les ajouter, on va pouvoir communiquer avec des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. En quelques chiffres, on est 200 salariés, on est disponible uniquement en Angleterre depuis à peu près 5 mois, avec un peu plus de 200 000 utilisateurs, bientôt en Europe, a priori d'ici fin novembre, donc très prochainement. Et voilà, et donc merci de me recevoir. Chloé, chez Sochené. Bonjour à tous, moi je suis Chloé Mayonob, je suis Chief Growth Officer de Solaris Bank. Solaris, c'est une plateforme de banking as a service, donc nous on opère des services financiers sur toute la chaîne de valeur de la banque, parce qu'on est une banque, donc les comptes, les cartes, le paiement, les prêts, la crypto. Et en fait on permet à n'importe quel, soit néobanque, soit fintech, soit retailer, corporate ou autre, d'injecter des services financiers tout au long de ses parcours clients. Donc on émet des cartes pour les retailers, on fait des tas de parcours clients qui deviennent du coup plus centrés sur la fidélité, avec beaucoup plus de data pour le retailer ou le corporate qui met ça en place, beaucoup plus de stickiness. Voilà. Donc on est basé, on est licorne allemande. On est basé aujourd'hui dans 5 pays et on a à peu près 800 salariés, employés. Pour ma part, Martin Collomb, CMO et cofondateur de MyTrust. Alors déjà, je veux commencer avec un petit message d'humilité parce que je crois que je suis le seul non-représentant d'une licorne aujourd'hui. Mais sans humilité là, nous on nous définit un petit peu comme un Stripe, mais pour de la donnée personnelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va permettre aux utilisateurs, dans une optique de fluidification de l'ensemble des process de partage de données personnelles, de partager leurs data, leurs données personnelles, directement des bases qui émettent cette donnée vers les sites qui en font la demande. Alors on a pas mal d'acronymes au niveau européen. On peut être PESIC, prestataire de services d'information sur les comptes. On est service d'attribution électronique d'attributs au sein de EIDAS, prestataire de services d'intermédiation de données au sein du DGA, enfin bref, beaucoup d'acronymes. Mais vous connaissez en gros tous l'open banking. Nous, on fait de l'open banking, mais on fait surtout ce qu'on appelle de l'open anything, c'est-à-dire d'aller permettre de partager un très grand nombre de données, de la donnée de telco, la donnée de services gouvernementaux, la donnée des banques, le tout en quelques clics et de manière très simple pour aujourd'hui 6 industries dans plusieurs pays européens. Voilà. Et de mon côté, bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Steb, je suis le directeur France de PEOC. PEOC qui est une fintech qui offre une solution de gestion des dépenses professionnelles couplée à des cartes de crédit d'entreprise. Donc on a été fondé en 2018. On a le statut de licorne aujourd'hui. On a notamment effectué 2 tours de table en série B à 3 mois d'intervalle entre fin 2021 et début 2022 pour un montant cumulé de 350 millions de dollars. On adresse aujourd'hui les entreprises de toute taille dans tous les secteurs d'activité et on est présent exclusivement dans l'espace économique européen, donc 30 pays, avec une ouverture récente en complément pour adresser le marché américain. Voilà, on a 6 bureaux en propre et on est à peu près 300 collaborateurs aujourd'hui. C'est impressionnant parce que déjà, à vous 4, là, vous représentez plus de 1300 collaborateurs, donc c'est déjà des chiffres qui pèsent. On se demande toujours quelle est la taille des fintechs, quelle que pèse l'emploi des fintechs. Donc là, on voit avec vous,
ça pèse déjà de manière assez importante. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a aussi un panel avec des entreprises d'origine européennes différentes, hein, entre UK, Allemagne, France et Bulgarie, je crois. Exactement. Et donc, ça veut dire que l'Europe est votre terrain de jeu naturel. Vous êtes tout de suite pensé à se dire oui, il faut être bon dans mon pays, mais il va falloir accélérer sur l'Europe. Comment peut-être nous partager la vision des fondateurs là-dessus, sur se dire est-ce qu'aujourd'hui, forcément, une fintech, c'est un échelon européen, sachant que l'Europe, elle est quand même très diverse culturellement, les langues, les réglementations, donc c'est un vrai défi aussi. On n'est pas aussi scalable qu'en Chine ou aux États-Unis. Je ne sais pas qui veut prendre la question. J'ai senti les regards sur moi, je vais démarrer. Et si on prend la genèse de PEOC, finalement, la vision de Risto, notre fondateur, donc effectivement, tu l'as mentionné, qui est d'origine bulgare, il s'est dit, moi, je vais identifier un gros problème sur un très gros marché et développer la solution technologique de référence qui va résoudre ce problème. Et donc, voilà, la plupart des entreprises, hein, dans tous les pays, rêvent d'optimiser la gestion de leurs dépenses. Alors, les dépenses, elles sont de plein de nature, hein, par carte de crédit, par virement bancaire pour payer des fournisseurs, rembourser des collaborateurs qui font des de frais, des indemnités kilométriques, pardon. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Et donc, nous, c'est ça qu'on fait. Et donc, l'internationalisation, elle est au cœur du projet de l'entreprise. On n'a pas d'autre choix, finalement, que de le faire. Alors, on est quand même passé dans un contexte où il y avait une course à la croissance et à la valo, à une course à la croissance et à la rentabilité. Mais donc, je dirais les moyens qu'on va mettre en face pour y arriver vont changer un petit peu, on va recalibrer, mais la vision et la stratégie restent la même. Est-ce que le PEOC, l'entreprise, est organisée sur différents pays qui partagent des compétences, c'est-à-dire qui co-construisent, ou les nouveaux pays sont plutôt des antennes commerciales? Ou est-ce qu'il y a vraiment répartition des développeurs, des marketeurs? Oui, c'est une bonne question. Et quand je parlais de recalibrage, en fait, ça, c'est un élément hyper important. Donc, on va ajuster effectivement les moyens humains. Il y a probablement certaines fonctions qu'on va centraliser parce qu'avoir nos équipes tech en Bulgarie, par exemple, on va avoir un coût qui est différent d'avoir des... Alors déjà, on a des personnes qui sont extrêmement bien qualifiées, très compétentes dans la tech là-bas et qui vont coûter moins cher, effectivement, que les ressources qu'on va avoir en France. On a recalibré, je dirais, on avait une recette un peu miracle. Avant qu'on arrive en France, le bureau n'a ouvert dans les faits qu'à partir d'avril. Donc moi, quand je suis arrivé, donc on n'avait pas encore de statut juridique, on n'avait pas de locaux, on n'avait pas d'équipe. Je suis arrivé pour ça et pour structurer notre approche. Et en fait, avec ce qu'on avait fait au UK, en Allemagne, en Espagne, en Bulgarie et ailleurs en Europe de l'Est, on s'était dit, OK, on a réussi à peu près à trouver une recette un peu miracle de se dire, voilà, le bon setup pour ouvrir un pays avec le bureau en propre, c'est ça, avec tant de personnes pour les sales, tant de personnes de customer success, tant de personnes de support, tant d'experts, etc. Ça, du coup, on l'a ajusté dans le contexte économique actuel. Et après, ce qu'on prend en compte, avant d'ouvrir un pays, finalement, on est obligé d'étudier le marché parce qu'on a forcément des spécificités locales. La compta anglo-saxonne n'est pas la même que la compta française. En France, voilà, il y a la loi sur la dématérialisation des factures 2024. On a les sujets de valeur probante pour finalement venir certifier l'intégralité des dépenses avec une signature horodatée sécurisée, stockée pendant 10 ans en cas d'audit de l'administration fiscale. Voilà, toutes ces choses-là, finalement, qui font impacter le produit. Donc en plus, au-delà même de l'aspect humain, il y a un aspect de localisation du produit qu'il faut prendre en compte et on va venir ajuster les équipes en conséquence. Ouais. Peut-être enchaîner sur Chloé, sur la vision de Solaris Bank, puisque vous êtes la première banque as a service, banque as a platform peut-être aussi, en Europe. Donc quelle a été la vision des fondateurs sur cette vision conquête du continent? Oui, au départ, le banking as a service, ça marchait dans un pays, l'Allemagne, pour des fintechs qui étaient même en naissance et puis après en croissance. Mais on s'est vite rendu compte que c'était trop restreint comme champ de jeu. Et que si on voulait aller vers les retailers, les gros corporates, etc., l'internationalisation, c'est un must. On est complètement obligé. Et puis de toute façon, pour grandir en même temps que aussi nos fintechs qu'on avait accompagnés au tout début, il fallait qu'on puisse leur ouvrir les portes d'un certain nombre de pays et d'un certain nombre de marchés. Donc de toute façon, c'était même pas une question de savoir est-ce que l'international est dû, mais plutôt quand est-ce qu'on y va. Donc il a fallu quand même une certaine maturation de la plateforme, un certain grip en Allemagne, pour qu'après on ouvre les portes de l'international. On reviendra après, j'imagine, dans une question ultérieure, sur les freins à l'internationalisation, mais sans internationalisation d'une fintech comme la nôtre, nous, on ne peut pas imaginer grandir, puisqu'on ne pourrait pas accompagner nos clients
dans tous les pays qu'ils nous demandent. Les gros retailers, ils sont pan-européens. Certains sont carrément mondiaux, mais en tout cas, quand ils veulent des solutions pan-européennes. Alors après, pourquoi aussi on a autant de licences? J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais nous on a 3 licences. On a une licence bancaire en Allemagne, une licence en Lituanie, pardon, et une licence en UK, parce que justement on veut pouvoir être pan-européen. Maintenant la licence UK, c'est obligatoire aussi de l'avoir, on peut plus la passeporter. Donc on a créé cet environnement pour pouvoir opérer. On s'est lancé il y a 18 mois, à peu près 2 ans, en Espagne, en France et en Italie. Et maintenant, on va essayer de faire grandir ces pays. L'Angleterre, c'est un peu différent pour nous. On a acheté une société donc, qui avait déjà un grand là-bas. Donc, Benjamin, donc, pour l'instant, tu nous as dit je suis UK, je me concentre sur UK, j'ai une super adoption. Donc, quelle est ta vision pour la suite de l'aventure? Alors, j'aimerais faire juste un petit exercice, si vous le permettez. Est-ce que vous pouvez lever la main dans la salle si vous avez déjà un portefeuille boursier? Est-ce que vous avez déjà un investissement en direct? Donc, toutes les personnes qui ont un investissement en direct, levez la main. Alors, imaginez-vous que ça représente moins de 20% de la salle alors qu'on est à France FinTech. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix que de penser international. On n'a pas le choix parce que les marchés sont petits, mais aussi parce que l'ambition, c'est justement de démocratiser, et c'est notre ambition chez Shares, l'accès à la finance. Vous avez plus de 50% aujourd'hui des Américains qui ont leur 401k, c'est-à-dire leur plan de retraite qui est investi en bourse. Je crois qu'en France, on est à moins de 6%. Donc il y a un gap énorme, et c'est sans parler des nouvelles catégories d'assets qui sont introduites avec les cryptos et avec tout un tas d'autres assets. Donc l'objectif, c'est de penser international dès le départ, dans un environnement qui est réglementé, donc sous contrainte. Depuis le Brexit, l'Angleterre est donc distinct de l'Europe. Et donc c'est la raison pour laquelle chez Shares, on a choisi de lancer d'abord l'Angleterre, qui est un marché peut-être plus mature, mais avec dès le départ dans notre ADN l'idée d'aller ouvrir les pays européens. Et là, de ce point de vue-là, il y a quand même des efforts d'harmonisation qui sont extrêmement bénéfiques. Donc il y a évidemment le passeport européen sur un certain nombre de licences. C'est un passeport qu'on souhaite utiliser. Et bientôt MiCA, qui permettra aussi une harmonisation sur les réglementations en matière de crypto. Voilà, donc ce sont des éléments qui sont essentiels et qui nous permettent de voir l'Europe comme un ensemble. Et ce qui est indispensable, sinon il n'y aura pas de licorne, il n'y aura pas de succès en Europe. Les marchés sont trop petits. Donc tu prépares donc cette conquête du continent. On prépare, on y travaille. Donc, on a hâte de vous voir débarquer là, sur les différentes géographies, de voir comment vous adaptez aussi culturellement, puisque la relation à l'épargne ou à la prise de risque sont très, très variables selon les pays et selon aussi les systèmes de protection sociale et de retraite. Et toi, Martin, du coup, donc, comment tu as pensé le modèle quand tu l'as fondé? Comment tu te dis, voilà, j'ai une position de valeur et je sers d'abord la France, je sers d'abord en même temps l'Europe? Quelle dualité là-dessus? Alors, sur la vision qui était celle de mon cofondateur, elle est fondamentalement européenne. Déjà parce que, en fait, notre ADN, c'est le RGPD. Nous, on fait un exercice, on permet l'exercice du droit à la portabilité des données, qui est une notion du RGPD. Et vraiment, notre ADN, il est européen. Et du coup, la plateforme, elle est European by design. Elle est multilingue, on a déjà configuré 4 pays. On est en production dans 4 pays, on en configure 4 autres maintenant. Mais un peu pour rebondir sur ce qui a été dit avant, en fait, c'est clair qu'on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix pour 2 raisons. La première, c'est que nos clients, aujourd'hui, ils nous prennent en France parce qu'on peut les emmener dans d'autres pays. On est un espèce de one-stop shop API. Ils n'ont pas envie de se dire bon, allez, on va configurer une API en France, une API en Italie, etc., etc. Donc, si on ne peut pas les accompagner dans d'autres pays européens, en fait, on ne pourrait même pas contractualiser dans les quelques pays dans lesquels on est maintenant. La deuxième raison, elle est en effet telle qu'elle a été aussi dite avant, c'est que on a un formidable marché européen aujourd'hui. C'est 450 millions de citoyens. Et si on veut pouvoir arriver à être concurrent de licornes chinoises ou américaines, il faut qu'on aille très très vite sur ces marchés-là. En effet, on va revenir après sur les sujets des difficultés, mais il y a 27 pays, il faut très très vite penser la plateforme pour aller dans ces 27 pays,
Parce que si on ne l'a pas pensé dès le début, en fait, ça va vraiment être compliqué après. Voilà. Éviter de faire le retro-engineering des règles de la plateforme, parce que je crois que chez Melitrust, tu as analysé finement toutes ces directives et toutes ces spécificités. C'est-à-dire que malgré une directive, pays à pays, il y a quand même du custom d'adaptation locale, quoi. Alors, en effet, le problème de la... C'est à la fois un plus, le fait qu'on ait des réglementations européennes. Donc il y a les règlements, c'est très bien, c'est appliqué. Mais il y a aussi beaucoup de directives. Et les directives, il faut qu'elles soient transposées dans le droit national. Donc il y a toutes ces spécificités de la réglementation locale. Il y a des spécificités culturelles, on pourrait y revenir après. Et il y a aussi des spécificités légales. Alors, nous, on bosse pas mal dans tout ce qui est jeux et paris en ligne. Ce qu'on va demander pour du KYC d'un player en France, en fait, est pas du tout la même chose que ce qu'on va demander à un joueur aux Pays-Bas, par exemple. Donc à la fois, ouais, on a la brique technologique, ça s'applique très bien, on a le bon background, mais derrière, il y a toute une adaptation locale qui demande du temps, et c'est vrai que c'est une petite barrière pour arriver à percer ces 27 pays. Ouais. Je suis un peu moins enthousiaste sur petite. C'est une très très grande barrière, très très grande. Il y a quand même... oui, chaque transposition est vraiment différente. Alors, dans l'environnement, en tout cas bancaire ou IMI, on fait pas un KYC de la même façon. Un prêt, c'est pas sous la même forme dans un pays ou dans un autre. Le BNPL, ça n'existe pas pareil dans chacun des pays. C'est quand même, pour moi, une très forte barrière à l'entrée. Ceci dit, c'est aussi très protecteur. C'est-à-dire qu'une fintech qui réussit à trouver son chemin, c'est un peu plus long, mais après, elle peut réussir justement face à une fintech qui viendrait des US ou d'Asie et qui se dirait « je vais prendre l'Europe ». Ah ben non, tu vas pas prendre l'Europe comme ça. Ça va pas se marcher, ça va pas passer tout à fait comme ça. C'est plus dur que dans le retail. Ouais. Donc les barrières sont là aussi effectivement protectrices une fois qu'on arrive à les surmonter. Et justement par rapport, chez vous Solaris, par rapport à l'intégration de toutes ces spécificités, c'est quoi à peu près que vous évaluez la partie entre ce qui est mutualisable sur votre core système et le degré d'adaptation? On parle de 80-20, 50-50, enfin c'est... C'est quand même un peu plus que 80-20, c'est probablement 90-10. C'est surtout l'entrée en relation avec les clients qui est différente. Après, il y a des spécificités culturelles. Donc, il y a des produits qui existent, comme je disais, dans un pays qui n'existent pas dans d'autres. Il y a des produits de paiement particulièrement qui existent en Espagne, qui est Bizum, par exemple, qui n'existe pas en France. Donc ça, c'est vraiment de l'adaptation complètement locale. Donc ça, c'est 10% de notre roadmap. En revanche, l'entrée en relation avec le client sur le KYC, sur aussi les IBAN, qui sont encore complètement discriminants d'un pays à l'autre en Europe, ces choses-là doivent être revues, à mon avis, par le régulateur, revues et corrigées pour être beaucoup plus simples à l'accès au marché européen. Ça veut dire que tous les trois, donc sur Solaris, PEOC et Melitrust, finalement, vous pouvez être aussi conseil de sociétés qui veulent aller à l'international et pour venir justement apporter ce support de fintech. Bon, vous avez différents use cases, hein, c'est pas la même chose, mais j'ai l'impression que le fait d'apprendre de ces différentes réglementations et d'avoir craqué ce problème peut être un accélérateur pour vos partenaires à l'échelle européenne. En tout cas, chez nous, on va à l'étranger avec des partenaires, pas que, on en trouve aussi directement dans les pays, mais si on les accompagne, c'est un projet qu'on fait en commun. On est le partenaire et nous. Ouais, moi je dirais qu'à ce niveau-là, on a, nous, l'obligation et l'espèce d'impérieuse nécessité d'entretenir des relations hyper étroites avec notre écosystème et notamment tous les outils financiers, les outils comptables, les ERP. Et donc chaque ERP forcément va s'adapter aux spécificités locales des différents pays qu'ils vont adresser. Alors de là à te dire, à vous dire qu'on va avoir finalement leur prodiguer une aide pour s'installer dans un pays ou dans un autre, c'est aller quand même un petit peu loin. Par contre sur l'adaptabilité, je dirais la localisation du produit, forcément on va pouvoir intervenir. De la même façon qu'on attend ça en retour, nous des gens qui sont déjà implémentés dans certains pays, quand nous on va chercher à adresser ce marché précis-là. Ouais. Alors vous trois vous êtes en B2B, mais donc Ben lui il est en B2C. Donc aller international en B2C, ça veut dire avoir plein de fonds,
plein d'idées pour aller percer sur les pays. Donc, comment tu t'y prends sur ta stratégie marketing, sur ton growth hacking, ta viralité pour y arriver? C'est un challenge, c'est vraiment un challenge. Je pense que le marketing en finance doit être local, puisqu'il y a un enjeu de trust, un enjeu de confiance. Donc nous, on a fait le choix très tôt de recruter des general managers locaux qui ne sont pas forcément dotés au départ d'équipes nombreuses. Ça peut être 2 personnes dans un WeWork à Berlin, mais c'est important en tout cas de localiser le marketing, de traduire les différents contenus et d'avoir des initiatives locales. Donc on crée des événements, des petits déjeuners, des déjeuners, des dîners. Enfin, on essaie vraiment de créer des communautés en local et qu'il y ait vraiment des référents en local. Donc ça, c'est ce qu'on fait au niveau local. Et puis après, c'est vrai que tu l'as dit, ça, je pense, nécessite beaucoup de fonds. On a eu la chance de lever 90 millions en un an, donc ce qui était énorme pour une jeune entreprise. Et donc effectivement, ça nous a permis de faire un certain nombre de choses, d'avoir des ambassadeurs. On a annoncé Vénus et Serena Williams en égérie de notre entreprise. Donc on va avoir une campagne de 18 mois sur 27 pays à partir de Q1. Donc voilà, c'est sûr que quand on peut avoir ce genre de choses, ça aide. Mais je dirais que c'est la combinaison en tout cas de talents locaux qui vont créer cette confiance, qui vont faire ce travail de terrain avec, si possible, des campagnes un peu plus globales qui peuvent être répliquées avec un petit peu d'adaptation évidemment, mais répliquées de façon assez scalable. Donc on a appris que tu allais lancer une grosse campagne. Donc merci pour cette info privilégiée ce matin. Donc on attend de voir ça et de voir cette exposition médiatique là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec intérêt. J'ai une question sur finalement pays versus génération. Parce que finalement les fintech, on dit les gens qui adoptent les fintech, ce sont des millennials. Et est-ce que finalement ils se ressemblent beaucoup plus entre les pays européens versus leurs aînés et ils sont prêts à adopter ces nouvelles modes de fonctionnement, l'open banking, les crypto-assets, tout ça. Et finalement, quelque part, cette génération millennial, c'est un terreau fertile pour vous pour aller conquérir des clients ou pas du tout, ou on reste encore avec plein d'écarts génération multiple fois pays. Je ne sais pas qui veut prendre la réponse. C'est pas une question très simple que tu nous poses là. Je challenge, je suis là pour ça. Il y a, nous, ce qu'on voit, c'est peut-être. Alors, nous, on a un sujet, c'est qu'on oublie immédiatement la data qu'on reçoit, on la partage, on ne la voit pas. Donc, on va éviter de faire des. On ne peut pas techniquement, et puis on va éviter de faire des statistiques sur qui on adresse. Mais ce dont on se rend compte, c'est. Même si on a une brique techno qui, a priori, peut-être devrait marcher mieux pour une génération ou une autre, en Europe, on voit une diversité d'adoption des usages sur notre service, où, par exemple, on va sentir une frilosité sur le sujet du partage de données personnelles dans un pays comme l'Allemagne, où la privacy est dans la loi fondamentale allemande. Là où, en Espagne, on va le voir avec l'adoption de l'open banking, ils vont être beaucoup plus appétants, et là où on va arriver dans des pays scandinaves où c'est pas du tout open bar, mais c'est ok, pas de problème, on fait confiance, c'est une fintech, ok, c'est clean, il y a un agrément, aucun problème, on peut l'utiliser. Et c'est vrai que nous, en termes matriciels, c'est plutôt le sujet culture que le sujet génération qu'on va voir pour différencier l'usage de notre service. Il y a aussi quelque chose de ce qu'on véhicule dans nos produits, c'est-à-dire que la facilité d'intégrer pour nous, par exemple, mais c'est vrai pour nous quatre, des produits financiers tout au long du parcours client, ça génère probablement chez nos clients, puisque nous on est en B2B2X, une nouvelle génération de clients qui n'auraient pas forcément été aussi attachés à cette marque si les services financiers n'avaient pas été là. On est, depuis le Covid, ça a beaucoup aussi aidé, hein, la digitalisation est partout. Le fait d'imprimer des services financiers tout au long du parcours client, c'est plus une question maintenant. C'est un must-have pour la pluralité des corporates ou des retailers. Et pour gagner justement en part de marché, en stickiness, en fidélité, accroître leur chiffre d'affaires, etc. Donc, est-ce que c'est que les millennials qui adoptent? Non. Est-ce que c'est des early adopters? Probablement. Et du coup, ça draine aussi tous les gens, toutes les populations derrière.
Je ne sais pas si vous voulez continuer. Ouais, alors bon, déjà nous on vend à des CFO, donc les CFO sont rarement, il y en a, mais sont rarement des millennials déjà. Par contre, les utilisateurs finaux, pour beaucoup, peuvent être des millennials, donc on voit effectivement qu'il y a une adoption de la technologie qui est un peu plus avancée. Et surtout pour ces générations-là, la mise à disposition d'outils tels que les nôtres devient presque un enjeu de rétention pour les entreprises qui sont nos clientes. Parce que les millennials s'attendent à ce qu'on leur mette à disposition tout un tas d'outils et qu'on vienne digitaliser finalement leur métier au quotidien. Et en ce sens-là, on apporte une réponse à ça. Et donc effectivement, quand c'est pas présent, souvent c'est des choses qui sont demandées. Donc je pourrais te répondre que oui, effectivement. Juste sur le sujet millennials, juste une remarque. Nous, ce qu'on constate chez Shares, c'est on observe plutôt un changement d'attitude chez les Gen Z, c'est-à-dire encore plus jeunes. Et j'aurais tendance à penser que les Gen Z, finalement, sont un peu plus mondialisés. Ils ressemblent plus, un Gen Z français va ressembler plus à un Gen Z américain, asiatique, qu'il va ressembler à ses aînés. Et aujourd'hui, je crois qu'un trader sur deux, depuis 2 ans, a moins de 30 ans en France, si on prend juste France. Donc il y a vraiment une vague d'une jeune génération qui est pas du tout risque averse et qui fait un certain nombre de choses que même les millennials ne font pas. Oui, ça m'étonnait parce que nous, même au sein de notre cabinet, quand on interroge des moins de 30 ans, et je leur demande est-ce que vous avez des cryptoactifs, ils me disent oui. On a un wallet cryptoactif, etc. Et les plus de 30 ans, c'est beaucoup plus rare. Donc c'est vrai que là, tu as raison, il y a une accélération encore plus avec les Gen Z et de partage aussi avec les médias sociaux. Enfin, toutes ces tendances se retrouvent d'un pays à un autre. Donc peut-être aussi plus facile d'aller européaniser derrière les parcours clients si les mentalités se rapprochent. En termes peut-être de structuration, c'est-à-dire en termes de présence locale, parce que pour aller chercher les marchés, il faut aussi, donc on l'a dit, avoir une présence locale, ça veut dire une antenne, ça veut dire une direction commerciale, aller chercher les clients un par un. Comment vous y prenez? Il faut vraiment essaimer et créer son équipe de sales localement et prendre des listes et on y va, on a un go-to-market et on reste traditionnel finalement, ou il y a des méthodes un peu plus originales pour être efficaces? Ah ben, on est très basique. On va chercher les clients un par un. Donc l'idée, c'est pour nous en tout cas d'avoir mis des équipes locales dans ces 5 pays et d'adresser le marché local. Donc au-delà du fait de faire venir potentiellement des clients qu'on avait en Allemagne au départ et les faire grandir dans d'autres pays, évidemment on se trace aujourd'hui une route complètement locale et pourquoi pas de locaux qui veulent aller dans les pays qu'on a ouverts et potentiellement d'autres. On va les chercher un par un. Voilà, on est là. Hein. Mais pas que, évidemment. Oui, on peut prendre contact après la conférence pour faire du business, c'est pas de problème. Peut-être Nicolas. Je peux y aller. Oui. Ouais, nous, je l'ai dit en intro tout à l'heure, on est présent avec des antennes physiques dans 6 pays, dans les 6 gros marchés stratégiques en fait pour PEOC. Et après, on a un des pays, donc la Bulgarie en l'occurrence, qui va adresser l'ensemble des autres marchés, je dirais, émergents en Europe. Et en fait, j'ai parlé de recalibrage tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait une stratégie hyper ambitieuse dans l'ouverture des différents pays. C'est quelque chose qu'on a révisé. Et aujourd'hui, on va attendre d'avoir une taille suffisamment critique pour se dire, OK, on va mettre une équipe en local et voilà quelle sera la taille de l'équipe par rapport à la taille du marché et à son potentiel. Donc il y a eu un petit mouvement de balancier et ça fait partie des moyens humains effectivement qu'on va ajuster. Ouais. Ouais, on a eu une stratégie assez similaire, c'est-à-dire il y a une nécessité un petit peu de recalibrer. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est on arrête de faire, on ne fait même pas de prospection active à l'international, sauf cas particulier, par exemple en termes de verticale industrielle, sectorielle. Et on attend que les clients nous emmènent, et c'est ce qu'ils font. On a développé l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique comme ça. Des clients qu'on avait en France et qui nous ont dit est-ce que vous pouvez nous accompagner? On a dit bah go, on y va. Une fois qu'on y est, c'est eux nos meilleurs ambassadeurs. Et en vrai, en termes de ROI, avoir un client dans un pays qui nous dit, qui dit à ses petits copains ouais, ils font du bon boulot. En fait, ce qu'on a vu vraiment, le retour sur investissement est assez phénoménal. Donc Client First, excellence dans la prestation que vous délivrez pour ces clients pour générer le succès et puis essaimer. Est-ce qu'on a fait le tour sur tous les sujets? Il y a une question avec la crise, là on peut se poser la question de vos investissements, c'est-à-dire est-ce que vous allez rester un peu en mode stand-by et on attend de voir 2023
ou vous restez un peu encore agressif sur certains marchés? Moi, je pense que la crise actuelle pour une entreprise comme Shares, c'est un risque et une opportunité. C'est un risque parce qu'on a grossi en 2021 très vite, on est passé de 0 à 200 salariés, on a effectivement des coûts de structure qui sont importants. Donc c'est un risque et face à cette première considération, il faut faire attention. Donc on a quand même réduit un certain nombre d'ambitions. Mais c'est une opportunité parce que un marché volatile, c'est un marché forcément qui intrigue, c'est un marché qui est bas, donc c'est aussi peut-être potentiellement pour des Gen Z un bon point d'entrée pour ceux qui n'étaient pas déjà investis. Et donc nous, on voit que c'est un peu comme si c'était les soldes. On lance en fait une plateforme de vente de stock en pleine solde. Donc on a un coût d'acquisition client qui est assez réduit. Donc dans ce contexte-là, en fait, il faut bien savoir où placer ses investissements. Mais je pense qu'il y a un coût d'opportunité à être agressif avec un peu de précaution en amont, mais une fois qu'on identifie les bons investissements, il y a une opportunité à être agressif dans une période comme la période actuelle. Tout à l'heure, on parlait beaucoup également de réglementation. On disait qu'il y a des directives, mais à chaque fois, localement, il faut adapter. Est-ce que ça veut dire que si on est dans 27 pays européens, on fait une directive, plus on a 27 demandes des régulateurs? Ça veut dire que c'est une charge aussi de travail importante de fournir les reportings réglementaires et autres? Vous le voyez comment? Un peu comme ce que disait Chloé tout à l'heure. En vrai, on peut voir ça comme une barrière à l'entrée énorme. Sauf que une fois que vous avez un petit peu anticipé ça et que vous avez un rôle de conseil, en fait, c'est assez exceptionnel comme rôle. Vous êtes vu comme l'interlocuteur privilégié sur ces sujets. Et en plus, on a les briques technologiques pour répondre à ces sujets. Donc c'est assez compliqué en effet au début, notamment quand on est une start-up et qu'on arrive sur un marché, ça demande, en termes de capex, c'est assez lourd. En revanche, une fois qu'on a réussi à anticiper la réglementation, les directives, qu'on a une vraie expertise locale, on devient en fait assez vite un partenaire, un interlocuteur incontournable. Donc en réalité, je trouve ça plutôt pas mal. Oui, même, j'irai un peu plus loin, c'est l'expertise multilocale qui va être leveragée là. C'est-à-dire que c'est notre capacité à, encore une fois, être le bon partenaire pour plusieurs pays. Et comme on a fait ces investissements, de facto, il y a des clients qui viennent, non pas pour un pays, mais directement pour être pan-européens avec nous. Oui, c'est le cas chez nous aussi. Je peux prendre l'exemple de Shares aujourd'hui qui est au UK et qui va se déployer. Je trahirai en disant que vous utilisez PEOC et on espère que vous nous emmènerez avec vous dans les différents pays dans lesquels vous êtes présents. Et forcément, il y aura des spécificités locales en termes de reporting, par exemple, réglementaires, qui seront inhérents à ces différents marchés-là. Et donc, je vais rejoindre ce que tu dis aussi. Ces choses-là, elles s'anticipent. Là, on parle beaucoup de réglementaires, mais il y a aussi des différences culturelles. Je prends aujourd'hui les marchés anglo-saxons. En France, par exemple, on est beaucoup avec des cartes de débit, les marchés anglo-saxons avec des cartes de crédit, avec un débit différé. Dans certains pays, on a du chèque. En France, on n'a pas du tout de chèque. Dans certains pays, il y a des ERP qui ne sont pas les mêmes dans les autres, etc., etc. Et donc, toutes ces choses-là sont des choses qui sont à prendre en compte avant, effectivement, d'ouvrir un pays. Parce qu'aller dans un pays, se dire on ouvre, bon, l'idée, elle est sympa, mais après, on va être confronté à la réalité du marché et on sera incapable de signer des choses. Et pour recréer la bonne image de marque, finalement, on va mettre plus de temps que si on avait pris du temps en amont pour l'anticiper, le préparer, le productiser, que d'arriver et d'aller au casse-pipe, quoi. Est-ce que chacune chacun d'entre vous, vous préparez encore des tours de financement pour encore accélérer cette expansion internationale où on se calme un peu, on attend de voir un peu la conjoncture là, et focus rentabilité? Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est un leveur de fonds. Donc une entreprise dans l'écosystème est perpétuellement à l'écoute du bon moment pour effectivement accélérer, lever des fonds. Après, est-ce que c'est le bon timing aujourd'hui pour lever des fonds? C'est sûr que c'est moins... le climat a changé, mais il y a quand même beaucoup de deals qui se font, surtout des deals pour des entreprises qui progressent, qui ont un pass to profitability, quoi, qui vont vers la profitabilité. Mais je pense que non, il ne faut pas avoir peur, il faut continuer d'envisager de grossir et de financer nos activités. Oui, pour nous, le bon moment pour lever des fonds, c'est break-even. Donc en fait, c'est ce à quoi on s'attelle aujourd'hui. Ça a déjà été dit autour de la table, voilà. Et après, on ira chercher des fonds.
nous, on n'est pas particulièrement en recherche, mais quand on vous propose de l'argent, il faut la prendre. Donc si c'était un appel au panel, on est disponible après. Il y a des investisseurs qui ont encore des fonds à investir, n'hésitez pas. Hein. On peut arranger les go-between. Non, et nous, de notre côté, on l'a fait au bon moment. Ça s'est fait début 2022, fin 2021. Donc on a quelques années de cash devant nous. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas chercher à faire d'autres levées? Et ce serait vous mentir que vous dire qu'on ne va pas le faire. Après, encore une fois, c'est une question de timing et pourquoi faire derrière. Mais oui, ça reste dans les tuyaux. Ouais. Et justement, si on anticipe un peu la crise, ça veut peut-être dire aussi qu'il y aura des opportunités de consolidation de fintech européennes. Quelque part, ça va un peu aussi crémer le marché. Est-ce que vous êtes aussi à l'écoute du marché par rapport à ça, ou advienne que pourra, on verra qui survivra dans 2 ans? Oui, nous, une des raisons pour laquelle on a relevé avant l'été, on n'en avait pas besoin, on a levé notre série A 4 mois plus tôt, donc on a eu l'occasion de le faire, donc on l'a fait un petit peu comme ce qu'on vient de dire. C'est aussi pour pouvoir avoir cette agressivité, c'est être à l'écoute éventuellement d'acquisition avec pour objectif d'ouvrir un pays, d'avoir une licence qu'on n'avait pas, de grossir notre base d'utilisateurs. Ce sont des choses qu'on regarde et je pense que voilà, pareil, un bon entrepreneur doit regarder aussi chaque opportunité si elle se présente et pourquoi pas l'envisager. Ouais, on a une stratégie hyper claire, c'est pas pour ça qu'on n'est pas opportuniste. Hein. Et nous, on a une petite spécificité, c'est vraiment le côté, on est presque para-public dans ce qu'on fait. On a une vision européenne extrêmement claire. Je suis absolument pas en train de spolier quelque chose, mais si on avait une offre de Facebook ou Google, nous, c'est mort. On a besoin de garder ce côté très indépendant. Donc si jamais ça arrivait, on a besoin d'un acteur qui soit garant de nos valeurs, parce que si on n'est plus indépendant, en fait, les utilisateurs vont plus vouloir nous utiliser. Et nous, de notre côté, en fait, on est dans une position de challenger sur le marché. On a été créé en 2018. On a d'autres acteurs qui sont là depuis plus longtemps. Alors, on a une croissance que je considère comme relativement impressionnante, parce qu'on fait entre 800 et 1000% de croissance par an depuis la création de la boîte. On ambitionne de continuer à le faire sur les 3 prochaines années. Et donc, on devrait, à horizon, à la fin de l'année prochaine, dépasser la quasi-intégralité de notre concurrent. Et après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Est-ce qu'on parlera d'une consolidation, d'un rachat? Je sens que le Foncon PO sera assez agressif, il sera capter les proies potentielles. On fait ce qu'on peut, ouais. Ok, ben merci à tous, à vous 4, pour ces témoignages super intéressants de cette façon d'aborder la fintech à l'échelle européenne. Et puis on se retrouve après la pause déjeuner. Merci à tous, on peut les applaudir. Merci. Merci beaucoup.